L'audiovisuel public maintenant, on va en parler dans le Signé-Consigny et on va recevoir le rapporteur de la commission. Avec ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, voilà, c'est parti. Media One est détenu à plus de 50% par un fonds d'investissement américain, KKR. Monsieur le rapporteur, je le dis, la désinformation, ça a bien 2 minutes. Media One, c'est un groupe français qui a son siège à Paris. Mais arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger. C'est un champion européen dont le siège est en France. On peut ensuite s'interroger sur ses actionnaires, mais ne dites pas, s'il vous plaît. Je peux aussi suspendre si vous trouvez que mes remarques sont insupportables. Hein. Monsieur le Président, vous détournez mes propos. Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires. Non, plus de 50%. C'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Ce sont des actionnaires américains. L'entreprise... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Merci monsieur le rapporteur, vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, faux. pourquoi Donc vous me répondez à chaque fois? Pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu... Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, j'avais des questions importantes. On va en discuter justement maintenant, puisque nous avons l'un des acteurs de cette séquence qui est avec nous, Charles Aloncle, le député Union des droites pour la République de l'Hérault et rapporteur de cette commission. Bonsoir Monsieur Aloncle. Bonsoir, merci de votre invitation. Avec Charles Consigny. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors, on reçoit un président de commission ou un procureur aujourd'hui? Non mais que le jeune Aloncle s'achète avec cette commission une notoriété politique, un ministère sous Bardella et des unes de la presse Bolloré, ça ne fait aucun doute. Après, moi, je dis les choses comme je les pense, et je pense que, en l'occurrence, il est plutôt dans le vrai. C'est-à-dire que cette commission d'enquête soulève un certain nombre de lièvres, et ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point les uns et les autres ont du mal à rendre des comptes, ou au moins à fournir des explications, ou à faire preuve d'un tout petit peu de transparence quand on leur pose des questions qui me paraissent, moi, pas la une, tout à fait... Il a déjà, Charles. Voilà, la une, vous voyez... Qui valait 4 milliards. Donc le voilà dans les bons papiers de la galaxie Bolloré dont vous parliez. Si c'était nécessaire, s'il ne l'y était déjà. Mais pour moi, c'est pas tellement le sujet. Je comprends les gens qui disent oui, il y a une offensive contre l'audiovisuel public, etc. À mon sens, les gens qui conduisent l'offensive contre l'audiovisuel public, c'est ceux qui ne se comporteraient pas de la stricte manière qu'on attend de l'audiovisuel public. Donc moi, je trouve que tous ces lièvres qui sont soulevés sont intéressants. Et surtout, en fait, j'ai le sentiment, mais on va voir, pour moi, il y a une question qui demeure quand même, parce que malgré cette grande commission d'enquête, je trouve qu'on n'a pas les réponses à nos questions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a oui ou non des abus, ou est-ce qu'en fait tout ça ne fait que remuer quelque chose qui finalement n'est pas si problématique. J'ai vu par exemple que le budget de l'audiovisuel public est sensiblement le même en Allemagne ou en Angleterre qu'en France, donc on n'est pas dans quelque chose de complètement extravagant, mais à voir les cas particuliers, parce que les cas particuliers révèlent des abus. Et puis ensuite, moi je constate que en fait la gauche caviar a quand même beaucoup de mal à descendre de son magistère moral et j'avoue regarder ça avec une certaine gourmandise. Mais Charles Aloncle, vous êtes en guerre contre l'audiovisuel public? Absolument pas. Et d'ailleurs, je pense que la pertinence de cette commission d'enquête, qui est la première convoquée à l'Assemblée nationale sur ce sujet de l'audiovisuel public, permettra au contraire, en éclairant les turpitudes, les dérives, les dysfonctionnements graves que traverse l'audiovisuel public depuis des décennies, qui n'ont pas été dénoncés, qui n'ont jamais été résolus. Je pense que la meilleure façon de résoudre ces sujets et de sauver l'audiovisuel public, c'est de braquer un projecteur cru sur ces dérives pour formuler des recommandations et pour le sauver. À démasquer, en fait, depuis le début de cette commission et toutes ces auditions? Il y a énormément de sujets. On est à peu près à la moitié de cette commission d'enquête. Il y a encore une vingtaine. Donnez-nous un exemple probant. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple tous les conflits d'intérêts qui minent, par exemple, des dirigeants de l'audiovisuel public avec des sociétés de production. France Télévisions a 2,5 milliards à peu près de budget chaque année et on consacre 1 milliard
à des sociétés de production, enfin en tout cas au coût des grilles et des programmes. Et donc il y a des sociétés de C'est d'ailleurs une production obligation privées. légale pour France Télévisions. Exactement, il y a des sociétés de production privées qui bénéficient de contrats de centaines de millions d'euros. Et on a appris par exemple que d'anciens dirigeants de France Télévisions avaient signé des contrats très importants avec des sociétés de production, s'étaient fait licencier de France Télévisions, avaient pris des centaines de milliers d'euros d'indemnités de licenciement payées par l'argent du contribuable pour se retrouver juste après dans Qui, ces par mêmes exemple sociétés privées. Qui, par exemple? Il y a des noms que j'ai évoqués. Il y a le nom, par exemple, de Nathalie Darigrand, qui est une ancienne directrice des programmes de France Télévisions, ancienne directrice de France 5, qui a signé des contrats importants de France 5 avec tous les médias. C'est illégal? C'est là, en fait, toute l'ambiguïté. Parce que effectivement, quand on a auditionné Madame Ernotte, elle l'a déploré. Elle a dit, vous évoquez le cas de Madame Darigrand, il y a bien d'autres cas, malheureusement, qui minent aussi ces missions-là. Et il faudrait que le législateur s'empare de ce sujet. C'est tout le but de cette commission d'enquête, c'est tout le but de mes travaux. Des questions parfois insistantes, mais au nom de la vérité que je pose. Et il faudrait, je pense, mais ce sera le but de ce rapport et des recommandations, changer le cadre légal pour que demain, on encadre mieux et qu'il n'y ait plus de conflit d'intérêts et de détournement d'argent public. Un mot, parce que on l'a vu tout à l'heure avec cet échange avec le président Jérémy Patrielletu, que vous accusez d'être en lien avec Media One, qui fait partie de ces grandes sociétés de production privées qui travaillent pour le service public. Quels sont ces liens? Est-ce que vous pouvez étayer ces accusations? Non, je ne l'accuse pas. Je pose une question parce que je constate qu'à chaque fois que je mets le sujet de Media One sur la table, là, que vous lui posiez, le sujet de Media One, c'est un sujet qui est extrêmement important. Vous vous défaussez là, monsieur Allon. Non, je me défausse. Vous l'accusez. Je me défausse pas. Vous l'accusez à l'Assemblée nationale en plus. À chaque fois que je pose, si vous suivez les auditions, à chaque fois que je pose une question sur Media One, qui est pourtant la première société de production privée à bénéficier des contrats de France Télévisions, et quand je dis que Media One est détenu en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain, vous vous défaussez, et que ça vous cela dit. interroge, le président me coupe systématiquement la parole. Monsieur Allon, et me fait vous demandez reformuler. des réponses quand vous êtes rapporteur de la commission. Là, cette fois-ci, c'est nous qui vous demandons une réponse précise. Vous accusez votre collègue président de la commission d'être en lien avec Media One. C'est pas une question que vous lui posez. Je n'accuse personne. Je demande simplement pourquoi à chaque fois que je mets le sujet Media One sur la table de cette commission d'enquête, et à chaque fois que je dis la vérité, parce que ça a été une révélation de la commission d'enquête, la première société de production privée à bénéficier de l'argent public et des contrats de France Télévisions est détenue capitalistiquement. Laissez-moi aller au bout de ma démonstration, parce que c'est un sujet qui est éminemment important. Je comprends bien, mais ma question est tout aussi importante. Parce que sinon, ça met à plat votre commission. Si le président de la commission a un conflit d'intérêts avec une société de production, ça met à plat votre commission. Est-ce qu'il a effectivement des intérêts avec Media One? Au contraire, vous regrettez, vous avez été trop loin. Je note qu'à chaque fois vous que je pose... pas à ma question. Je note parce que sa réponse, c'est qu'il soupçonne. Parce que depuis le début, j'ai eu beaucoup d'occasions de critiquer le président. J'ai toujours dit que je n'allais pas, le critiquer publiquement, vertement. Il a un rôle qui est difficile. Non, il a un rôle qui est difficile. Mais quand on me coupe la parole sur une audition à des dizaines de reprises, qu'on décide de suspendre une audition alors que j'avais encore plusieurs questions extrêmement critiques et sensibles à poser aux anciens ministres de la Culture, moi, je vous avoue donc vous n'avez pas de preuves. Non, attendez. Je suis pas là chez vous pour accabler telle ou telle personne. Oui, mais vous devant la commission. Je constate simplement que lorsqu'on m'interrompt à chaque fois que je pose une question sur la structure capitalistique de Media One qui est détenue en majorité par un fonds d'investissement américain, on m'empêche de poser la question. Donc ça pose des questions. Manifestement, sur cette histoire de lien entre le président Patrielletu et Media One, si je comprends bien, le rapporteur à l'oncle n'a pas de preuves pour l'établir. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le président de cette commission d'enquête, à chaque fois que la plume est remuée dans la plaie, comme on dit pour le journalisme, mais ça vaut pour une commission d'enquête, eh bien, il s'étouffe, il est gêné, il veut interrompre, il veut reporter, il recadre, etc. Et je trouve que ça soulève un lièvre, à mon sens, qui est que on a le sentiment qu'un coup de pied est donné dans une fourmilière qui n'avait pas trop envie qu'on la dérange. Et donc, moi, il y a un certain nombre de choses qui me choquent. Quand les uns et les autres refusent de donner leur rémunération,
je suis désolé, quand on travaille sur le service public, on Il y a est une payé... consigne qui a été donnée. On est ça a payé été dit, par les impôts des Français, pas seulement d'ailleurs, parce que France Télé a la particularité de gagner aussi de l'argent par la publicité. Il ne faut pas oublier de le dire à nos téléspectateurs. Mais je pense quand même qu'il est assez choquant qu'ils ne donnent pas leur rémunération. Quand Nagui en est à expliquer qu'il serait attaqué parce qu'il est égyptien, bon, Et vegan. je suis désolé, c'est voilà, il y a un problème. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que... Pardon, parce que Charles, vous voudriez que les présentateurs ou les présentatrices, par exemple du 20h, les animateurs, donnent leur salaire. Je pense, ah bah oui, je pense que quand on travaille pour l'État, on doit faire la preuve de la Par transparence. exemple, quand vous travailliez chez Laurent Wauquiez, parce que vous avez travaillé pour le service public, j'ai donné mon salaire. C'était quoi votre salaire? Je ne sais plus combien c'était. D'ailleurs, c'était 1 200 €, je crois, par émission, par semaine, donc. Et sur le service public. Et c'était normal de donner votre salaire? Au premier journaliste qui me l'a demandé, je me souviens qu'à l'époque, c'était Jordan Deluxe, d'ailleurs, j'ai donné mon salaire. Et pour moi, c'était naturel, puisqu'il s'agissait du service public. Donc moi, ce que je pense, c'est que, d'abord, c'est quand même le rôle de l'Assemblée nationale de faire la lumière sur la manière dont les dépenses publiques sont utilisées. Et deux, moi, je pense même qu'il faudrait généraliser ce type de commission d'enquête. Alors, ça n'enlève rien. C'est vrai que ce qu'on peut vous reprocher éventuellement, cher Charles-Henri Alongue, c'est que vous interpellez les uns et les autres d'une manière assez moralisatrice, alors que manifestement, on se demande si vous-même, vous n'êtes pas un peu en mission commando occulte pour je ne sais quels intérêts privés qui auraient intérêt à la démolition du service public audiovisuel. On peut se poser la question, mais je pense que ce type de commission d'enquête qui fait la lumière sur les dépenses publiques, pour moi, il faut même le généraliser. Vous êtes un agent de Bolloré? C'est une critique lourdement relayée par la gauche. Je vais vous donner quelques faits. Je suis porte-parole du groupe UDR. J'ai été élu il y a plus d'1 an et demi. Je n'ai fait qu'une seule fois, en 1 an et demi, les antennes du groupe Bolloré. C'était CNews. C'était le lendemain d'un attentat qui a eu lieu dans une synagogue de ma circonscription. Une fois, en 1 an et demi, je suis porte-parole du groupe UDR. Je m'attache de façon extrêmement neutre dans cette commission d'enquête à m'intéresser au phénomène d'hyperconcentration des sociétés de production. Je m'intéresse notamment, on a parlé de Mediawan, je m'intéresse aussi à Banijé, et M. Bolloré a une participation au capital de Banijé. Si j'étais un émissaire de Bolloré, je pense que vous me verriez beaucoup plus sur CNews que sur BFM TV, et je pense que je ne parlerai pas de Banijé. Le président a décidé qu'il fallait le recevoir, mais je voudrais vraiment... C'est une bonne idée de le recevoir? Une bonne fois pour toutes, je voudrais vraiment mettre fin à ces critiques qui ne reposent sur aucun fondement. Je suis indépendant, je tiens à cette indépendance. Je suis aussi pour le caractère pluraliste de cette commission d'enquête, mais en aucun cas... Est-ce que, d'accord, je veux bien vous croire, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être utilisé dans un combat aujourd'hui qui est mené contre l'audiovisuel public? Moi, mon combat, c'est que je vois que les missions précieuses de l'audiovisuel public, depuis des années, voire des décennies, sont dévoyées. Elles sont minées par des comportements, des dérives, des dysfonctionnements extrêmement graves qu'un petit milieu, qu'une petite société extrêmement parisienne n'a jamais voulu mettre à jour parce qu'il y a des intérêts financiers, parce que, en fait, il est de bon ton de défendre aussi un audiovisuel public qui pencherait à gauche, et répondre à des questions, c'est déjà cautionner une forme d'attaque de l'état de droit. Donc moi, je voudrais simplement dire que ma seule mission, c'est de mettre à jour les dysfonctionnements de l'audiovisuel public pour formuler des recommandations, pour mieux le sauver. Je me suis jamais exprimé sur la privatisation. J'ai jamais été en guerre contre qui que ce soit, et je pense que le mérite de cette commission d'enquête, c'est que demain, ces missions précieuses de l'audiovisuel public soient sauvées et qu'on mette fin à des dysfonctionnements et à des années de gabegie qui sont absolument délirantes. Mais pardon, tout à l'heure, on a commencé cet entretien avec vous et ce dialogue. Vous avez dit ce sera pour dénoncer les turpitude, si je me souviens bien, vous avez dit du service public. J'ai regardé la définition de turpitude, là, c'est bassesse et indignité. Monsieur Bolloré sera reçu par votre commission. Il y aura une question sur Jean-Marc Morandini. Le fait qu'il reste à l'antenne, est-ce qu'on n'est pas dans la bassesse et l'indignité? Alors, c'est effectivement le président de la commission d'enquête, M. Patriétus, sur une antenne du service public, objet de cette même commission d'enquête, hier,
a annoncé un certain nombre de personnes qui seraient auditionnées, alors que ces noms n'avaient pas été validés par le bureau de la commission d'enquête. Moi, on me l'a reproché. On m'a reproché d'avoir fait fuiter, par exemple, le nom de Delphine Arnault ou de Sybille Veil avant même qu'elles reçoivent leur convocation. Bon, le président semble-t-il. Il y aura cette question, M. Bolloré, sur le maintien de Jean-Marc Morandini. C'est une bonne question. Est-ce qu'il doit être maintenu sur une antenne du privé? Et vous me posez la question, moi, à titre personnel, et c'est pas le cadre de la commission d'enquête. Je suis contre. Mais non, mais à titre personnel, évidemment que ça me choque. Évidemment qu'à titre personnel, je ne comprends pas cette décision. Mais mon rôle en tant que rapporteur de la commission d'enquête, c'est de m'intéresser à l'audiovisuel public, de m'intéresser à ses dysfonctionnements. C'est pas de m'égarer dans des combats purement et bassement politiques qui pourraient nous détourner d'un objectif majeur, c'est-à-dire que fait-on des 4 milliards d'euros d'impôts des Français qui financent aujourd'hui l'audiovisuel public? Charles, vous n'avez pas de l'avis sur quoi? Sur Morandini. Moi, l'avocat que je suis relève que Jean-Marc Morandini n'a pas été condamné à une interdiction d'exercer son métier de journaliste et que moi, je trouve cette chasse à l'homme, un petit peu, cette meute contre Morandini, je suis pas fan. Moi, je pense que il n'a pas été condamné à ça. Il va purger sa peine, comme n'importe qui. Et je pense que certains se rachètent une morale à peu de frais sur le dos de Morandini. Ça, je le dis en passant. Mais par ailleurs, j'observe attaquer l'audiovisuel public, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque de toute façon, l'audiovisuel public n'est pas menacé aux dernières nouvelles. Je veux dire, son budget est maintenu. Il est réduit. Il baisse un le tout budget petit peu. Réduit. Oui, mais enfin, il y a un tel dans budget. Dans les débats, parfois, on parle de privatisation. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, dans un pays endetté, il y a beaucoup de chaînes publiques. Moi, je suis pas pour la privatisation intégrale de France Télévisions. Mais sur une partie. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'autant de chaînes de télévision, notamment publiques. Je pense qu'on pourrait réfléchir à ça. Et par ailleurs, et c'est là aussi qu'on vit une espèce de changement d'époque, c'est que il y a une certaine gauche caviar qui, pendant des années, sans se cacher d'ailleurs, utilisait les moyens de l'audiovisuel public pour diffuser une certaine idéologie. Je veux dire, France Inter s'est jamais caché d'être une chaîne de gauche. Ça n'en fait pas une mauvaise radio. Mais c'est pas ce que disent les dirigeants de France Inter. Franchement, faut si, les dirigeants de France Inter, pardon, on les a interrogés. Il faut avoir des gros problèmes d'audition pour ne pas l'entendre. Expliquer, France Inter est une radio résolument progressiste. On a interrogé aussi Laurence Bloch. Ça veut pas dire. Mais d'ailleurs, je pense que si un dirigeant de France Inter disait que France Inter était une radio conservatrice, à votre corps défendant, cher monsieur le député, monsieur le ministre, faudrait-il vous appeler par anticipation? Il faut toujours prendre les devants. Je pense que vous permettez à certains de se donner le beau rôle. Parce que là, maintenant, il y en a certains, on les entend. Attention, travailler sur les services publics audiovisuels, aujourd'hui, c'est quasiment comme d'avoir pris le maquis. C'est-à-dire qu'il y a des Jean Moulin qui fleurissent maintenant et qui disent « Ah, nous, on défend le service public et tout ». Je pense qu'on peut avoir une approche plus dépassionnée. Et d'ailleurs, ce genre de procès qu'il leur est fait, parce que malgré tout, il y a un petit côté procès, mais comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est pas forcément mauvais. Ça permet ensuite de passer à l'étape d'après, qui est qu'est-ce qu'on veut comme service public audiovisuel? Est-ce qu'on veut ou pas qu'il soit politisé? Réponse majoritaire des Français, plutôt pas. Qu'est-ce qu'on veut sur le service public audiovisuel? Est-ce qu'on veut des jeux télévisés, par exemple? Moi, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que ça n'est pas la mission du service public. Voilà, ça permet d'avancer un peu, mais c'est étonnant comme ils ont du mal à être questionnés par la représentation nationale. C'est mon avis. Beaucoup disent que font les jeux sur le service public. Il y a une des personnes qui a été auditionnée, je crois que c'était Jean-Michel Carpentier de mémoire, qui disait oui, mais les jeux, ça fait partie aussi, le divertissement, ça fait aussi partie d'une mission du service public, offrir de l'humour, du divertissement, un peu de légèreté. C'est pas forcément une mauvaise chose. Je peux comprendre que quelques jeux diffusés par le service public. Les chiffres et les lettres, par exemple, c'était un jeu qui était sur le service public. Je suis d'accord avec vous. question pour un champion qui a été programmé en semaine, des jeux culturels, des jeux notamment de questions de culture générale. Mais sauf que quand vous avez sur France 2, en 24 heures, entre 7 à 9 grilles de jeux qui sont diffusées, là où sur TF1, vous n'en avez qu'une, vous demandez si c'est vraiment la vocation du service public de l'audiovisuel de financer autant de jeux. Par exemple, on a appris par exemple que France Télévisions voulait créer un Star Academy qui concurrencerait une chaîne privée commerciale. Est-ce que on se souvient de l'époque de Bouillon de culture, de Bernard Pivot, qui était diffusé en prime et qui rassemblait aussi des millions de Français? Est-ce qu'on n'attendrait pas
du service public de l'audiovisuel d'aller proposer des contenus exigeants, beaucoup moins. Si, non, mais alors, quand vous proposez... Peut-être non, mais pardon. que ce qui manque un peu dans votre commission... Quand vous proposez 9 jeux par jour sur France 2, alors que les chaînes privées commerciales en proposent qu'un ou deux, vous voyez qu'il y a quand même il y a des émissions littéraires... Non, mais ce qui est vrai... Est-ce que le service public doit faire de l'audience ou pas? Doit tenir compte des audiences ou pas? C'est une excellente question. C'est une question d'ailleurs que je pose à chaque audition. Et je pense honnêtement que les missions précieuses de l'audiovisuel public ne doivent pas forcément être corrélées à un indicateur d'audience. Oui, mais à condition qu'elles se distinguent des chaînes privées commerciales. Et quand vous avez un copier-coller entre des chaînes privées commerciales et les chaînes de l'audiovisuel public, qui sont en plus payées par les Français, c'est là où vous avez une vraie incertitude. À quoi servent les 4 milliards d'euros d'impôts des Français pour payer une chaîne qui pourrait être assurée totalement par le privé? Pour être juste, simplement, pardon Charles, c'est qu'il y a une partie de la grille de France 2, par exemple, qui est financée par la pub, puisque la pub est autorisée jusqu'à 20h. Donc, pour avoir de la pub, il faut faire l'audience, sinon les annonceurs ne viennent pas. Oui, mais justement, là, il y a des injonctions contradictoires. Mais non, mais ça montre qu'il faut faire des choix. Ou alors, il faut enlever la pub. Mais oui, ça montre. Mais moi, je pense qu'il faut enlever la pub, mais comme à la radio. Donc, ça sera nos impôts. Sur la radio publique, il n'y a pas de pub, et c'est d'ailleurs ce qui les aide à faire de l'audience. Dans ce cas-là, vous ne ferez pas des économies, vous demanderez plus d'impôts. Si vous privatisez 2 chaînes sur 5, vous faites des économies. Mais moi, je pense qu'il manque peut-être un élément. Après, j'ai pas suivi non plus cette commission dans ses moindres détails. C'est que il faut dire aussi qu'il y a des programmes de très bonne qualité. Le documentaire qui a été diffusé très récemment sur Emmanuel Macron, la guerre, Trump, etc., c'est typiquement ce qu'on attend du service public. Et on attend aussi du service public, mais d'ailleurs, je ne sais pas s'ils l'ont dit suffisamment, d'être aussi un contre-pouvoir. C'est-à-dire que malgré tout, il faut bien qu'il y ait quand même 1 ou 2 chaînes publiques qui existent pour faire contrepoids aux chaînes qui sont possédées par le privé. Ça, c'est quand même un truc qui fait consensus même auprès des horribles... Et c'est l'un des... Je suis d'accord, je pense qu'il faut une indépendance de l'audiovisuel public vis-à-vis notamment d'intérêts privés et vis-à-vis aussi du pouvoir politique. On a appris notamment que l'Arcom, à qui on avait donné tout pouvoir dans la désignation des présidents de groupes audiovisuels, il y avait eu des pressions exercées par François Hollande lorsqu'il était président de la République pour favoriser la candidature de Delphine Ernotte. On a reçu notamment l'ancien président du CSA, M. Schramek, qui l'a avoué en commission d'enquête sous serment. Donc cette commission d'enquête pose aussi question. Quelles sont les influences, les pressions, les tentatives aussi d'ingérence du pouvoir politique à l'égard de l'audiovisuel public? Moi, je plaide pour un service public de l'audiovisuel parfaitement imperméable à toute forme de pression politique et notamment du pouvoir. Et c'est tout l'objet notamment de cette commission d'enquête. Merci d'être venu vous en expliquer, Charles Lalonde, donc rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV dans ce signé consigné.